bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, député EPR Renaissance des Hauts-de-Seine. Sébastien Lecornu a donc fait tout un tas d'annonces hier sur le pouvoir d'achat, sur l'éducation nationale, des mesures pour les jeunes, pour l'écologie. Est-ce qu'il s'est vendu au PS pour durer ? Non, je pense pas. Je pense que ce qu'a dessiné hier Sébastien Lecornu, c'est les bases d'un accord, finalement, d'un accord de non-censure, ou en tout cas d'un accord de stabilité. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante. Ce qu'on entend aujourd'hui, moi j'étais tout ce vendredi en circonscription, parce qu'on n'a pas siégé à Rueil-Malmaison, et ce que mes concitoyens m'ont dit, c'est qu'ils voulaient maintenant que la séquence s'arrête. Ils voulaient avoir un budget, ils voulaient de la visibilité pour les entreprises, pour les ménages, pour nos administrations. Donc là, on le tient, l'accord de non-censure. Je pense que à travers ces annonces, Sébastien Lecornu, ce qu'il nous dit, en filigrane, finalement, c'est qu'on a trouvé cet accord-là et que désormais, on va pouvoir avancer extrêmement concrètement et enfin doter notre pays d'un budget pour cette année 2026. Je pense que c'est la chose la plus importante à retenir et surtout ce qu'attendaient nos concitoyens. Vous êtes fier de ce compromis ? En tant que député Renaissance J'avais eu une phrase lors de la discussion générale sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un bon compromis, c'est quand à la fin, tout le monde est un peu mécontent. Bon, on a réussi. C'est le cas. Voilà, on a réussi sur le PLFSS. Là, écoutez, moi aussi, je suis encore un peu mécontent, mais ça veut dire que ça a marché. Évidemment, c'est pas notre budget. C'est pas le budget du gouvernement de manière certaine. C'est pas le budget du PS du groupe Renaissance. Je pense pas que ça soit complètement le budget du PS non plus. Mais un peu quand même. Non, je crois pas. Je pense qu'il y a encore un certain nombre de choses, heureusement, sur lesquelles on a pu tenir, notamment dans la réduction des déficits, notamment dans le fait de pas trop imposer nos entreprises et ne pas augmenter le coût du travail, qui était une demande du Parti socialiste qu'on a réussi à c'est une des choses les plus importantes pour moi dans ce budget, c'est que le coût du travail reste tel qu'il est, et donc on va pas pénaliser l'emploi, pénaliser les entreprises, garder cette compétitivité qui fait aujourd'hui, qui a été un des grands acquis des deux quinquennats qui s'écoulent. Donc voilà, ça c'était une des grandes priorités, on l'a. Donc c'est le budget de personne. Encore une fois, il n'est pas satisfaisant à bien des égards, et je serai pas le premier à le défendre dans son entièreté. Maintenant, c'est ce que les Français attendaient de nous. Un compromis, un budget, et maintenant on avance parce que je pense vraiment que tout le monde en a marre de cette séquence budgétaire. Vous dites la priorité, ce sont effectivement les entreprises pour la production, pour la croissance, et puis aussi la réduction des déficits. Hier, il y a des annonces supplémentaires qui ont été faites, qui se chiffrent à plusieurs milliards, autour de 7 milliards. Mais Sébastien Lecornu n'a pas annoncé finalement comment elle serait financée. On ne sait pas comment il tient cet objectif qu'il a réaffirmé hier de 5% de déficit. Est-ce que ce sera sur la taxe d'impôt sur les sociétés, pour les entreprises, cette surtaxe qui sera maintenue l'année prochaine à hauteur de 8 milliards ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une surtaxe sur les entreprises. Ça, elle était déjà dans la copie initiale. Maintenant, où est-ce qu'il va placer le curseur ? On y sera extrêmement vigilant. Et puis ensuite, il y a toute la partie sur les économies, puisque vous l'avez dit. Pour vous, il faut la placer. C'est quoi le curseur pour cette surtaxe ? Pour le coup, encore une fois, c'est encore en discussion. Encore une fois, taxer les entreprises, c'est jamais un bon signal qu'on envoie à la compétitivité de notre pays. Donc moi, effectivement, en tout cas dans mon groupe politique, c'était pas le levier sur lequel on veut jouer le plus. Bon, c'était comme ça. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire, notamment sur les dépenses sociales. Pour nous, c'est vraiment là où il y a beaucoup d'économies à aller chercher. Encore une fois, on est dans ce budget de compromis et dans cette dynamique dont je vous parlais. Maintenant, il faut être mesuré et raisonnable sur le montant de cette surtaxe. Et surtout, on attend, moi je suis très curieux et très attentif, et on va être extrêmement exigeant sur ce qui va être annoncé sur le point de vue des économies. Puisque, effectivement, vous l'avez dit, il y a des annonces qui ont été menées. Elles sont bonnes pour le pouvoir d'achat, elles sont bonnes pour le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent, avec la prime d'activité qui augmente de 50 €. Ce sont des bonnes choses. Pour 3 millions de ménages modestes. Il faut que ce soit financé par des économies, et donc c'est sur cette fameuse deuxième partie du budget, les dépenses de l'État, quand même un gros flou. Qu'il va falloir effectivement, on ne sait pas exactement comment ce sera. C'est normal, et on sait que c'est pas sur les ménages. Donc la crainte, c'est que ce soit sur les entreprises. Ça le sera un peu sur les entreprises, mais ça on le savait déjà avec notamment cette surtaxe IS. On sait que ça ne sera pas sur le coût du travail, donc ça ne sera pas indirectement sur les entreprises, parce que si on avait augmenté X ou Y charges, évidemment ça aurait pesé sur les entreprises. Les allègements de charges sont maintenus. Pour le coup, on a maintenu les allègements de charges, encore une fois, donc les entreprises dans les immense majorité sont préservées. Donc maintenant, il reste effectivement deux leviers, et un principal, c'est celui des économies. Et donc là, il faut voir où est-ce qu'on va placer le curseur sur l'ensemble des ministères, sur l'ensemble des actions de l'État. On y sera extrêmement vigilant, mais je pense que c'est plutôt la bonne direction. On a toujours dit que nous, on voulait d'abord commencer par les économies avant de voir s'il fallait chercher d'autres revenus par ailleurs. Donc on sera extrêmement exigeant, attentif à ce que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, annoncera sur ces économies. Mais
il s'est réengagé, et nous, c'est le point le plus important, on sera en dessous de 5% de déficit. Donc, pour qu'on va être en dessous de 5% de déficit, c'est sûr qu'on va mettre des économies en face. On attend de les voir, mais on y est évidemment très confiant sur le fait qu'elles soient. On attendait quelque chose hier, c'était le fameux véhicule législatif. Comment ça va passer, ce budget? Est-ce que ça passera par 49.3 ou par ordonnance? On a l'impression quand même que le 49.3 se dessine. On se trompe? Je dois dire, alors, bon, déjà, je suis parlementaire, donc c'est pas ma décision, et par définition, c'est une sorte de contournement L'ordonnance, c'est un contournement Ouais. du Parlement. Comme le 49.3, si on prend de manière très large, voilà, encore une fois, donc j'ai pas à m'exprimer, moi, sur tel ou tel véhicule. Je pense d'ailleurs que les Français s'en fichent complètement. Et la seule chose qui les importe, c'est d'avoir un budget. Donc finalement, le véhicule législatif, il nous intéresse, nous, dans ce petit microcosme, et quelques constitutionnalistes. Moi, je pense qu'il faut dédramatiser. Je l'ai toujours dit, le 49.3 a été inventé justement pour résoudre ces situations de majorité relative. Il a été diabolisé pendant 30 ans de manière complètement injuste, si je peux me permettre. Encore une fois, s'il y a un 49.3, le Premier ministre va engager la responsabilité de son gouvernement. Donc, c'est pas un tir à blanc. Voilà, justement, quand René Capitan et Régis Debray ont inventé la constitution de la 5e, c'est justement en ayant anticipé ces phénomènes de majorité relative, permettre de pouvoir débloquer les situations quand elles étaient. Voilà, ce sont des outils constitutionnels, ils ont toute leur légitimité. Maintenant, est-ce que ça sera le 49.3 les ordonnances? À vrai dire, je m'en fiche. La seule chose qui m'importe maintenant, c'est d'avoir un budget pour la France le plus rapidement Et possible. que le gouvernement ne soit pas censuré derrière. Ce serait mieux. Est-ce que c'est pas un peu facile, comme l'a fait Sébastien Lecornu, d'accuser LFI, le Rassemblement national, de dénoncer le cynisme de ses oppositions? C'est facile, à la fois on le constate. Je veux dire, on a vu. Un budget, ça donne son appartenance à la majorité ou à l'opposition. Pardon, C'est alors difficile ça, de trouver un compromis quand même Je là-dessus. suis désolé, déjà, ça, c'est un mythe absolu. Je veux dire, on a construit ce truc-là en disant mais si vous votez le budget, vous faites partie de la majorité. C'est pas vrai. C'est la première fois de l'histoire de la 5e qu'on se retrouve en majorité relative. Donc on peut pas appliquer. Effectivement, quand on est en majorité absolue, les oppositions votent contre le budget. Mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de compromis par définition sur telle ou telle mesure. Donc on est dans une situation inédite. Donc évidemment que les préceptes d'avant n'ont plus vocation à être aujourd'hui. Et le Parti socialiste a voté le projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'ai pas l'impression qu'ils soient dans la majorité. J'ai l'impression qu'ils sont encore bien dans l'opposition, et c'est tant mieux. Juste à un moment donné, étant donné cette situation encore une fois inédite, on a réussi à faire ce chemin de compromis. Donc moi je suis pas d'accord du tout avec cette affirmation. Je regrette qu'on n'ait pas trouvé le chemin de ce compromis là aussi sur le budget de l'État. Je pense qu'il y avait un chemin, et donc c'est dommage que le Parlement ne soit pas saisi. Et puis on a vu le cynisme, excusez-moi, de l'extrême droite et de l'extrême gauche qui ont tour à tour voter ensemble pour essayer de pourrir le budget et le rendre invotable. C'est d'un niveau de cynisme absolu. Et encore une fois, ce sont les mêmes qui ne veulent pas participer aux discussions, qui refusent d'assister aux débats parlementaires, qui refusent d'être dans cette logique de compromis, qui dénoncent ensuite l'utilisation, évidemment, d'outils constitutionnels comme le 49.3 ou les ordonnances en criant au scandale. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils proposent nos amis de la France Insoumise et du Rassemblement National? Rien. Le chaos, le bordel, comme d'habitude, c'est toujours non. Et c'est effectivement extrêmement épuisant et dommageable pour la démocratie et notre République. Alors, vous avez pointé effectivement le RN et LFI, mais il y a aussi le Sénat qui a montré une forte opposition, qui a sorti une copie avec un déficit à 5,3%. Est-ce que vous pensez que ce budget qui semble se dessiner avec les annonces d'hier soir peut permettre de contenter les Républicains? Parce que vous avez aussi besoin de la droite pour construire un accord de non-censure. En tout cas, ce qui semble se dégager dans l'équilibre, premièrement, c'est une des demandes principales, notamment de Laurent Wauquiez du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, était de ne pas avoir d'augmentation de la fiscalité des ménages. Sur ce point-là, il a été satisfait. Tout ce qui a été fait sur la demande, sur le soutien aux travailleurs, primes d'activité, dégel de l'impôt sur le revenu, sont plutôt des signaux favorables là aussi envoyés à la droite. Et enfin, sur la demande sénatoriale, notamment toute cette aide qui va être dédiée sur la construction de logements sociaux, qui était une vraie demande des sénateurs à ce niveau-là, donc qui a été entendue, qui a un effet évidemment très positif pour le secteur du logement et de la construction, qui est en grande difficulté aujourd'hui, et puis évidemment plus globalement quand on sait aujourd'hui les difficultés à se loger pour de nombreux Français. Voilà, donc j'ai l'impression que Sébastien Lecornu a réussi à trouver ce chemin, encore une fois, d'équilibre entre des bougers pour la partie gauche de l'hémicycle et le Parti socialiste, et tout en donnant aussi quelques victoires à la fois aux Républicains du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors, encore une fois, cette copie est équilibrée. On va être encore
très vigilants sur la partie économie, puisque c'est là que tout va jouer. Ce que la gauche vous demandait, c'était aussi plus de justice fiscale. Il y a Éric Lombard, l'ancien ministre des Finances, qui a jeté un pavé dans la mare en disant qu'il y avait une liste de personnes très aisées qui ne payaient pas d'impôts. Éric Coquerel est allé à Bercy justement hier et il confirme que beaucoup de riches ont des revenus de référence qui sont inférieurs à 5%, donc ils font de l'optimisation fiscale pour payer beaucoup moins d'impôts, voire quasiment pas. Il y a bien une liste qui existe, il y a bien des riches qui ne payent pas d'impôts dans ce pays. Cette information a été démentie par ailleurs et par le ministre de l'économie Roland Lescure et par la ministre du Budget et des comptes publics Amélie de Montchalin. Sauf qu'Éric Coquerel dit l'inverse hier soir. Ah non, pour le coup, il n'a pas trouvé de liste, elle a été démentie, l'information comme quoi il y avait une liste avec des contribuables qui ne payaient pas d'impôts. Ensuite, il faut faire très attention. On est le pays le plus fiscalisé du monde. Dire aujourd'hui que les riches ne payent pas d'impôts en France, c'est n'importe quoi. Je vous donne 2 statistiques qui sont extrêmement importantes. 0,1% des Français payent 13% de l'impôt sur le revenu, en montant absolu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est le pays le plus redistributif du monde. Et quand vous avez un écart de niveau de vie de 1 à 20 avant redistribution entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, il passe de 1 à 6 après activation de notre modèle social et de la redistribution. On est un pays extrêmement redistributif. On est un pays qui taxe énormément et les riches payent beaucoup d'impôts et heureusement, c'est ce qui fait la fierté de notre République et de notre solidarité nationale. Ensuite, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre d'optimisations, notamment pour les très riches, qui utilisent notamment les holdings, un certain nombre de choses, de leviers fiscaux qui sont légaux, je tiens à le redire, pour baisser leur niveau d'imposition. Mais encore une fois, là aussi, on veut agir. C'est la fameuse tax holding qu'on a essayé de Donc vous la mettre en défendez, place. cette tax holding ? Oui, tout à fait. Et je pense il faut aller corriger certaines aujourd'hui irrégularités. Mais encore une fois, c'est de la correction. Dire que les riches ne payent pas d'impôts en France aujourd'hui, excusez-moi, c'est vraiment très irrespectueux par rapport à la réalité. Et ça envoie un signal extrêmement négatif aux Français qui ensuite vont croire ça. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les riches en France payent beaucoup d'impôts. C'est le pays au monde où il en paye le plus. Et c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est la base de notre modèle social, de notre modèle redistributif. Il faut être très fier. Mais par contre, il ne faut pas commencer à jeter les anathèmes. Et Éric Lombard, pour qui j'ai beaucoup de respect, ce côté donneur de leçons, une fois qu'on n'est plus aux responsabilités. Aux responsabilités et qu'on a un peu on le comprend, de frustration de ne plus être aux responsabilités, je trouve que ce n'est pas à la hauteur du débat et de l'enjeu. Aujourd'hui, on doit se concentrer sur les Français. On a une montagne avec ce budget qu'il faut aujourd'hui gravir et dépasser. S'il vous plaît, concentrons tous nos efforts là-dessus et pas ce genre d'anathème qui n'apporte rien au débat. Une minute encore pour parler du Mercosur, cet accord qui va être signé par Ursula von der Leyen au Paraguay aujourd'hui. Est-ce que la France a eu tort de s'entêter finalement pour s'opposer à cet accord alors qu'on va tout droit vers une signature et que le Parlement européen devrait aussi la valider ? Non, je pense que déjà, la France n'a pas eu tort. Elle a été à l'écoute. Elle avait des exigences extrêmement claires, extrêmement fortes pour protéger nos agriculteurs, ceux qui nous nourrissent. Malheureusement, ces attentes n'ont pas été, ces exigences n'ont pas été tenues. Donc la France a été cohérente avec ce qu'elle a toujours dit. Mais il y a beaucoup de secteurs qui vont en profiter aussi de cet accord. Oui, mais personne n'a dit que c'était un mauvais accord pour tout le monde. On a dit qu'il était... Non, on n'a pas pour tout le monde. Donc on a dit qu'il n'était pas acceptable, notamment pour les agriculteurs, s'il n'y avait pas un certain nombre de clauses. Elles n'y sont pas. Le président a tenu sa parole qu'il avait vis-à-vis des agriculteurs, mais aussi vis-à-vis de la représentation nationale, puisqu'à 5 reprises, l'ensemble des groupes politiques, c'est suffisamment rare pour le noter, s'est opposé à l'adoption du Mercosur en État. Donc voilà, je pense que la France a été tout à fait cohérente. Le président de la République a tenu ses engagements et je le remercie. Merci Pierre Cazeneuve d'avoir été avec nous ce matin, député EPR Renaissance des Hauts-de-Seine.